19h sur Europe 1. Et à la une de votre journal, Hélène, un lycée de Lyon attaqué au mortier d'artifice par un groupe de jeunes. Ça s'est passé ce matin. Oui, on dirait carrément un film, mais c'est la réalité. Le proviseur était visé, heureusement pas de blessés. 2 suspects ont été arrêtés. Les détails dans un instant. La marche de dimanche contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron ne devrait pas être présent, mais il prendra la parole demain. Le Pas-de-Calais toujours sous l'eau. Nous serons dans une petite commune près de Montreuil-sur-Mer où les évacuations se sont poursuivies toute la journée. L'Australie offre l'asile climatique aux habitants du petit archipel de Tuvalu. Et puis la sortie du nouvel album d'Isabelle Adjani, enfin pas si nouveau, il a été composé il y a 17 ans. La tendance météo, bonsoir Anthony Kaczmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Les pluies s'arrêtent enfin ce soir sur le Pas-de-Calais, mais le département reste en vigilance rouge, crue inondation jusqu'à demain car la décrue sera très très lente. Demain, nouvelle pluie qui arrive par l'ouest dans une relative fraîcheur pour la saison. Météo complète en fin de journal. Europe 1 Soir Week-end. Et c'est une scène particulièrement impressionnante qui s'est déroulée ce matin devant un établissement scolaire lyonnais. Oui, une quinzaine de jeunes ont attaqué le lycée La Martinière-Montplaisir dans le 8e arrondissement. Noémie Loisel, vous êtes en direct de Lyon. Des tirs qui se sont déroulés juste avant le début des cours, vers 7h30 ce matin. Oui, c'est à l'ouverture de l'école qu'une quinzaine de jeunes cagoulés ont passé le portail et les portiques de sécurité et ont visé le lycée de tir de mortier. Des tirs qui ont atteint les portes et les vitres de l'établissement. Des poubelles et des trottinettes ont aussi été incendiées. Une véritable scène de guerre. À la sortie des cours ce soir, les élèves m'ont confié leur inquiétude et leur incompréhension. On se sent pas trop en sécurité. Le matin, si on se dit ce matin il va y avoir un blocus, voilà. Et puis ces intervenants, ils ont quand même des actions violentes. On est protégé de rien au final, même au lycée, donc voilà. Beaucoup d'incompréhension et une petite inquiétude de d'où ça vient, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça finit comme ça? Parce qu'on a vu quand même c'est très violent, donc on se demande quand même comment on en est arrivé là. Des incidents qui sont fréquents dans ce lycée du 8e arrondissement de Lyon, me raconte Cécile, élève en classe de préparatoire. Ils avaient pareil positionné des poubelles devant les portes et il y avait également eu des feux d'artifice d'allumés comme aujourd'hui, mais c'était pas dirigé vers le lycée mais vers la route. Je pense que ça se reproduira, de toute façon on ne pourra pas passer à côté. Dans un mail transmis aux élèves, le proviseur de l'établissement affirme avoir été personnellement visé. Il s'agirait d'une vengeance en lien avec un élève qui doit passer prochainement au conseil de discipline. Un enseignant de lettres m'a confié qu'il a failli y passer. Des investigations sont en cours et permettront de déterminer les circonstances exactes de cet événement. Noémie Loisel en direct de Lyon pour Europe 1. 2 jeunes ont été arrêtés. Gérard Heinz est lui-même proviseur à Lyon. Il représente le syndicat de proviseurs SNPDEN et il s'indigne de la violence de cette attaque et demande plus de surveillance devant les établissements. Ce qui s'est passé ce matin, c'était d'une violence inouïe. Enfin, moi, j'ai vu des images, j'en reviens pas, quoi. Là, que le proviseur en personne soit visé, c'est clairement, à un moment donné, le cadre qu'on attaque. On ne supporte pas qu'il y ait une loi avec des contraintes, etc. Il faut qu'on ait de la présence humaine devant les établissements. Les portiques, les caméras de surveillance, tout ça, c'est utile, mais ça ne permet pas de faire de la sécurité active. Et d'ailleurs, si le proviseur a été visé, c'est parce que généralement, nous sommes maintenant les derniers à être présents physiquement sur les parvis à l'entrée des lycéens le matin. Il y a personne d'autre. Moi, je pense qu'il faut travailler sur la présence humaine devant les établissements. Gérard Heinz, représentant du syndicat de proviseurs SNPDEN, joint par Antoine Bienvaux. Justement, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la sécurité vient de demander la mise en place de patrouilles de police nationale et municipale dans le secteur du lycée ces prochains jours. Et ce soir, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, évoque une attaque particulièrement révoltante et il apporte son soutien absolu aux proviseurs attaqués. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues dimanche à la marche civique contre l'antisémitisme à Paris. Oui, c'est l'estimation des services de renseignement qui d'ailleurs surveillent notamment les éventuelles menaces sur les réseaux sociaux. Plusieurs dizaines d'unités de police seront mobilisées pour assurer la sécurité. Les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy seront présents, ainsi que la première ministre Elisabeth
Elisabeth Borne. En revanche, selon vos informations, Arthur Delaborde, Emmanuel Macron ne devrait pas défiler. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'un coup de théâtre avec Emmanuel Macron, mais a priori, il ne se rendra pas dimanche à la marche. En revanche, selon un conseiller de l'exécutif, il devrait faire passer un message universaliste de lutte contre l'antisémitisme à travers son discours qu'il prononcera demain en fin de matinée à l'occasion du 105e anniversaire de l'armistice. La question de sa participation à ce rassemblement transpartisan lancé par les présidents des deux chambres du Parlement est un dilemme pour le chef de l'État. Il y a d'abord la polémique sur la venue du Rassemblement national, l'absence de concorde avec une classe politique divisée. Sur le plan diplomatique, le président tente également de rééquilibrer la position de la France, jugée par certains trop pro-israélienne. Il vient d'ailleurs d'organiser une conférence humanitaire sur Gaza où pour la première fois, il a dit vouloir œuvrer à un cessez-le-feu alors qu'il préférait jusqu'ici le terme de pause humanitaire. Néanmoins, s'il confirme le choix de ne pas se rendre en personne à cette marche, Emmanuel Macron apparaîtrait alors comme la seule personnalité politique de premier plan à être absente avec un certain Jean-Luc Mélenchon. Arthur Delaborde, rassemblement prévu à 15h sur l'esplanade des Invalides qui reliera symboliquement l'Assemblée et le Sénat. Aucune prise de parole n'est prévue. Selon un sondage Odoxa paru dans le Figaro, cette marche est soutenue par 69% des Français et même par 75% des sympathisants LFI et 70% des RN. Sachez par ailleurs que le film des massacres du Hamas le 7 octobre en Israël sera diffusé mardi à l'Assemblée. Une projection d'environ 45 minutes proposée aux 120 députés membres du groupe d'amitié France-Israël. Aujourd'hui, un ex-premier ministre témoignait au procès d'Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. Oui, Jean Castex, désormais patron de la RATP, devant la CJR, la Cour de justice de la République, il a dit qu'il n'était pas l'avocat du garde des Sceaux, mais a démenti tout règlement de compte politique avec la justice. Et puis, Jacques Serret, cette première semaine de procès s'est terminée avec le témoignage troublant de l'ancienne conseillère justice de l'Élysée. Oui, lorsqu'elle entre dans la salle d'audience, Hélène Davot est la 16e et dernière témoin de la semaine. Le silence envahit le prétoire. Éric Dupond-Moretti sort son stylo. L'ancienne conseillère d'Emmanuel Macron s'approche du micro. D'emblée, cette magistrate, qui est aujourd'hui la première présidente de la Cour d'appel de Bastia, justifie et défend la décision du garde des Sceaux d'ordonner une enquête administrative à l'encontre du parquet national financier. Il fallait comprendre ce qui s'y passait, insiste-t-elle. Mais la suite révèle un certain en même temps au plus haut sommet de l'État. Car Hélène Davot admet que les déclaration et la plainte d'Éric Dupond-Moretti lorsqu'il était avocat à l'encontre de ce même PNF étaient de nature à créer une confusion. Il y avait un problème. Oui, c'était une situation de possible conflit d'intérêts. C'est une évidence, lance-t-elle sans sourciller. Mais il fallait bien avancer. L'ex-conseillère de la présidence marque un temps d'arrêt, puis reprend. Force est de constater que nous avons collectivement tâtonné dans l'inédit. Avec le recul, c'est invraisemblable qu'il ait fallu 3 mois pour un décret de déport du ministre. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Un témoignage qui dédouane Éric Dupond-Moretti de toute volonté de vengeance, mais qui, sur le fond, l'accable. Jacques Serret au palais de justice de Paris. L'audience reprend mardi. 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, nous partons pour le Pas-de-Calais, toujours sous les eaux. À tout de suite. 19h09 et la suite du journal sur Europe 1 avec Hélène Zélani. Petite accalmie dans le ciel du Pas-de-Calais. Le département est repassé en vigilance orange pour les fortes pluies. Oui, accalmie des pluies, mais le Pas-de-Calais reste en alerte rouge pour les crues car le pic n'est pas encore atteint. Les dégâts sont déjà considérables, notamment du côté de Montreuil-sur-Mer et des communes alentours où la crue historique de la rivière Canche a entraîné l'évacuation de près d'une centaine d'habitants. Guillaume Dominguez, vous êtes en direct du petit village de la Caloterie. Ces évacuations, elles se sont poursuivies toute la journée. Oui, ici les camions de pompiers, les 4x4 de la Croix-Rouge et parfois même les tracteurs des agriculteurs venus prêter main forte ont enchaîné les allers-retours, chaque fois allant un petit peu plus loin dans les rues à mesure que l'eau monte. Clément était épargné par la crue jusqu'en début d'après-midi encore, mais ce soir, plus le choix, il doit quitter sa maison. Ça y est, on a les pieds dans l'eau, quoi. Donc là, on est à 5 cm dans la maison. Enfin, donc on a tout mis en sécurité, tous les cartons, tout ce qu'on a pu en hauteur, quoi. On a eu ordre d'évacuer à cause d'une digue sur Étré qui menaçait éventuellement de s'effondrer. On a 2 petites filles, donc on a été logés chez quelqu'un de la rue. Le reste, écoutez, on attend, mais on a assez peu d'espoir. On ne sait pas où ça en est, on a des infos parfois contradictoires. Voilà, donc pour le moment, la pluie s'est arrêtée et la décrue devrait commencer dans les prochaines heures. Une lueur d'espoir qui a convaincu certains riverains de ne pas évacuer, comme Christelle et sa famille qui ont encore les pieds au sec.
On est un petit peu en hauteur. On a la chance d'avoir plusieurs marches en fait pour accéder jusqu'à la maison. Donc ça touche pas du tout la maison pour l'instant. Et j'ai plusieurs animaux en fait. J'ai un chien et 5 chats et je voulais pas les laisser tout seuls. On m'a demandé d'évacuer mais j'ai demandé à un gendarme si je pouvais rester et le gendarme a dit que oui parce que la terrasse était haute. On a tout, on a l'électricité, on a tout. On a quelques provisions de toute façon donc on peut tenir jusqu'à un week-end. On a bon espoir que ça redescende. Voilà, dans le Montreuillois, tous espèrent un retour à la normale à partir de demain matin pour pouvoir enfin commencer à nettoyer les maisons. Guillaume Dominguez, en direct de la caloterie près de Montreuil-sur-Mer. À Saint-Omer, la Croix-Rouge a ouvert en urgence un centre d'hébergement dans un gymnase avec une centaine de lits. Et la protection civile du Pas-de-Calais lance un appel aux dons. Et puisqu'on parle météo, les habitants d'un archipel du Pacifique viennent d'obtenir l'asile climatique. Et oui, les 11 000 citoyens de Tuvalu, menacés par la montée du niveau de la mer, pourront se réfugier en Australie si l'archipel était amené à disparaître sous les eaux. Canberra vient de signer un traité qui va leur permettre de s'installer progressivement dans le pays. Caroline Baudry, c'est le premier accord qui s'attaque spécifiquement à la mobilité climatique. Oui, et chaque année, 280 Tuvalais pourront quitter leurs atolls coralliens pour s'installer, étudier, travailler, être soignés et financés en Australie. Vivre alors que les eaux turquoises du lagon envahissent leurs minuscules terres confettis isolées au milieu du Pacifique. Les vagues déferlent toujours plus loin dans ces îles, grignotées par l'érosion. Le sol est gorgé de sel qui détruit les cultures et s'infiltre dans les réseaux d'eau potable. L'accord avec l'Australie prévoit l'engagement du pays en cas de catastrophe naturelle, mais aussi en cas d'agression armée. Une façon pour Canberra d'élargir son influence dans le Pacifique, alors que la Chine rôde et multiplie les accords avec les archipels de la région. Mais même le texte reconnaît une action tardive. 2 atolls ont déjà été submergés et les autres seraient inhabitables dans 80 ans, selon des spécialistes. Tuvalu, ses paysages et sa culture ont été recréés l'été dernier dans le métavers, comme une sauvegarde éternelle de l'un des plus petits et vulnérables États du monde. Et puis c'est la fin du sommet sur les pôles et les glaciers à Paris. Un cri d'alarme a été lancé face à la fonte des glaces. Emmanuel Macron a annoncé la construction d'un navire français spécialisé dans la recherche polaire. Navire pour lequel la France va investir 1 milliard d'euros d'ici 2030. Oui, parce que pour l'instant, tous ces navires-là sont privés. Personne n'a oublié le premier album d'Isabelle Adjani, Pull Marine. Le second est sorti aujourd'hui. Et il s'appelle Bande originale et a été composé il y a 17 ans par Pascal Obispo. L'enregistrement a commencé en 2006 et a repris en 2021 avec finalement 14 chansons, dont plusieurs duos, Étienne Dao, Benjamin Biolay, Syl, mais aussi le regretté Christophe. Ça s'appelle Où tu ne m'attendais pas. Voilà le duo Isabelle Adjani, Christophe, c'est doux, pas désagréable. Dans l'album Bande originale, vous restez sans voix.